Bonjour à tous, on va vous parler de tatouage, mais pas que. J'ai l'honneur de vous présenter ma moitié et mon acolyte, mon bras droit, J'ai un couteau suisse. voilà. Voilà, couteau suisse de la. Ouais. Laurent, alias Les Inès, tatou. Ouais, je répare les fuites et je chasse les insectes aussi à la maison. Je fais tout. Et donc aujourd'hui le sujet c'est ce que c'est que d'être audacieux, qu'est-ce que l'audace pour nous. On va vous parler avec le cœur aujourd'hui. L'idée en fait c'est de trouver les ressources nécessaires pour continuer à évoluer dans son métier et puis dans sa vie en général, quoi, tu vois. Surtout quand on a un contexte un peu morose comme on a en ce moment. Enfin moi, tu vois, j'entends beaucoup de sons de cloche négatifs sur le métier, sur la saturation, sur le machin. Et moi, je vois nous, comment on vit les choses au jour le jour. Je me sens forcément impacté parce que j'entends des choses négatives. Mais moi, comment j'envisage ma vie quand je me lève tous les jours, j'ai pas ce sentiment-là de me sentir bloqué, tu vois. Parce qu'en fait, Voilà, donc on va partager notre expérience, on va partager notre vision, vous avez compris. Et donc on va commencer par quoi? Et non, toi, la première fois que tu t'es dit je vais oser franchir un cap, quelque chose, vraiment, c'était quoi? Vas-y, raconte un peu là où tu t'es dit, tu as vraiment sorti de là où tu étais pour vraiment t'extirper de ton quotidien qui t'étouffait et aller vers quelque chose de neuf. Moi j'ai envie de partager notre déménagement. Quand on est parti on habitait dans les Bouches-du-Rhône et on a décidé, l'histoire qu'on raconte puisqu'on nous pose souvent la question, mais ça fait combien de temps que vous habitez en Corse, pourquoi vous êtes parti, des choses comme ça, mais vous connaissiez quelqu'un en Corse parce que c'est difficile de s'installer alors qu'on connaît personne, c'est très particulier la Corse, etc. Et ben, la réponse c'est non, on connaissait personne, non, on n'avait pas projeté de venir en Corse et non, on n'avait pas un emploi qui nous attendait avec 2 CDI. On est arrivé ici, pour le coup, on est vraiment sorti de notre zone de confort. Ouais, on a fait un peu comme au poker, tu vois, on a fait tapis et on a dit on y va et voilà, parce que bon, après c'est le genre de, comment on appelle ça, de décision que tu prends assez radicale, on va dire. C'était presque de la survie à l'époque, hein, on va dire. Non, je sais pas ce que t'en penses, mais Oui, c'était de la survie. Bon, c'était de la survie inconsciente parce que honnêtement, on n'était pas forcément conscient de l'énergie dans laquelle on était. Et, ouais, on n'avait pas l'impression de suffoquer. Enfin, c'est bizarre, c'est-à-dire non, on n'était pas si mal que ça. voilà, En on fait. était pas mal lotis, mais c'était l'entourage On sentait qu'on se faisait happer par une énergie qui n'était pas la nôtre. c'est ça, voilà. Et voilà, donc quand on est parti, du coup, on est arrivé ici. Donc Laurent était tatoueur, il s'est installé tranquillement avec le coiffeur barbier, qui était lui déjà au préalablement installé. Moi, j'ai arrêté mon activité de coaching sur le continent. J'arrive ici, je connais personne, donc faut tout recommencer, te refaire des nouveaux amis. Trouver une nouvelle pharmacie, un nouveau médecin, un nouveau dentiste, enfin il faut tout recommencer à zéro finalement, même si c'est que la mer Méditerranée qu'on a traversée. Et avec cette crainte enfin voilà, moi je me disais, est-ce que vraiment on va y arriver à rester? Et puis finalement les années passent. Et 1 an, 2 ans, puis voilà, bon moi entre temps je deviens tatoueuse aussi. Je me suis fait contaminer. Et ouais, c'est un beau challenge à relever parce que nous, on a gardé notre appart sur le continent. On s'est dit, bon, si ça le fait pas, on rentre. Voilà. Et en fait, chaque semaine, chaque mois qui passait, on se disait, bon, à quel moment on va rentrer? On y croyait sans y croire parce que quand tu repars à zéro, mais vraiment à zéro, tu te poses des questions quand même. Ouais, tu te poses des questions, et puis en même temps, on n'avait vraiment pas envie de revenir là où on était. Donc du coup, on a tout fait, on a tout mis en œuvre pour rester. Puis à un moment donné, tu le sens quand tu es à peu près au bon endroit, au bon moment, les choses elles se font naturellement. Ça reste assez... je veux dire, si par exemple on avait déménagé et que on se retrouvait criblé de dettes, à plus savoir comment faire, à plus je sais pas moi, quelqu'un qui tombe malade, les enfants qui ont des soucis à l'école, tu vois, enfin la voiture cassée, le machin, enfin
ça, c'est des signes qui te disent qu'il ne faut pas rester là où tu es, tu vois. Et là, pour le coup, c'est pas ce qui s'est passé, quoi. En fait, c'est plutôt ce qui se passait là où on était, et on est parti pour du mieux. Donc des fois, on entend dire que c'est pas parce que tu vas voir si l'herbe elle est plus verte ailleurs que c'est forcément bon, mais je pense que des fois, tu as besoin de prendre du recul pour pouvoir redémarrer, repartir et refaire quelque chose de neuf, quoi. Ben justement, c'est intéressant ce que tu dis parce que moi, j'étais comme bloquée là-bas. J'arrivais pas à m'épanouir d'un point de vue professionnel. Je tournais un peu en rond. Et le fait d'être partie, de m'être éloignée de toute cette énergie qui était pas forcément nocive, mais bon, après, j'incrimine personne. Mais en tout cas, sur moi, ça n'avait pas un effet super positif. Et je ne m'autorisais pas à être qui j'avais envie d'être, tout simplement. Et quand je suis arrivée ici, j'ai eu une sensation extraordinaire. Je me suis dit, mais attends, Lulu, il n'y a personne qui te connaît ici. Tu peux réécrire l'histoire et être vraiment qui t'as envie. Il n'y a personne qui te jugera ici. Et c'est pourquoi, quand je me suis fait opérer et que j'ai retrouvé l'usage de ma main, quand Laurent m'a proposé il m'a lancé ce défi, tu vois, et si tu tentais de faire du tatou et tu viens avec moi, voilà. Hein, Ouais. petit coquin, il m'a contaminé, et du coup, je dis allez, chaud, vas-y, pourquoi pas. Et je me suis pas une seule fois posé la question en me disant qu'est-ce qu'ils vont penser de moi les autres, les gens ou la famille ou quoi que ce soit. Et en fait, j'y suis allée. Ouais, il y a des fois, il faut pas se poser de questions plus que ça, quoi. Tu vois, c'est vraiment. C'est ce que je disais tout à l'heure, il faut arriver à agir de manière spontanée, un peu comme quand on a la fougue de la jeunesse, quoi, tu vois. Moi, je prends pour exemple, tu vois, plus jeune, j'ai eu la chance de faire du motocross, et puis on était issus de la culture skate, etc. et tout, et je me suis lancé dans le freestyle motocross, parce qu'à l'époque, c'était le truc un peu rebelle, alternatif et tout, tu vois, on s'amusait à sauter, faire des figures, etc. Et on n'était pas mauvais avec les copains. Et du coup, à l'époque, on n'avait pas internet, il n'y avait que la presse, il n'y avait que les magazines papier, les VHS et les vidéos que tu pouvais choper dans les magasins skate. Et on avait un genre de rassemblement de sport extrême dans le sud de la France, là, à Palavas-les-Flots, là, qui s'appelle le FIS. Maintenant, c'est énormissime, le FIS, c'est en plein centre de Montpellier, ça rassemble je sais pas combien de milliers de personnes sur 4 ou 5 jours. Et donc cet événement-là fait un petit carré comme ça dans le magazine spécialisé de moto, là, et laisse un numéro de téléphone en disant qu'il serait intéressé pour ajouter le freestyle motocross à l'événement, quoi. Moi, à cette époque-là, j'avais pas le permis encore, je devais avoir 17 ans. Du coup, j'ai même pas réfléchi, hein, tu vois, je me suis même pas dit on est trop nul, on est ici, on est là. J'ai pris le téléphone, j'ai décroché, j'ai appelé l'organisateur. Je l'ai baratiné pendant une demi-heure au téléphone parce qu'il voulait pas nous croire. Alors qu'il est très mauvais vendeur, C'est vrai. il a quand même réussi Ouais. à se vendre. Ouais, et comme tu dis à chaque fois, j'étais convaincu. Donc quand tu es convaincu, tu es convaincant. Exactement. Tu vois. Et du coup, moi j'ai vibré le truc, j'avais trop envie, puis j'avais vraiment envie de me sortir de ma campagne. Je voulais percer là-dedans. C'était un mode de vie, moi je trouvais ça tellement rock'n'roll, c'est ce que je voulais faire, quoi, tu vois. Et du coup, on s'est retrouvés 3 petits amateurs avec des professionnels sur un gros événement. Le mec il a cru en nous, et voilà. Et d'ailleurs, il a bien fait parce que Laurent, il s'est pris une gamelle comme c'est pas permis, Ah ouais. et il est passé à la télé grâce Ouais. à sa gamelle. Ouais, je suis passé sur une émission sur M6 à l'époque. Ouais. Du coup, et puis j'ai été ramassé par les pros, tout un grand soutien et tout. Je me suis pas fait mal, bizarrement, tu vois, la bonne étoile. Ouais, pas cette fois-ci, du moins. Et ouais, pas cette fois-ci. Et, Donc là, tu peux dire que c'est une expérience où tu as vraiment osé. Ouais, mais en fait, j'étais même pas dans l'optique de oser, tu vois. Moi, dans ma tête, c'était voilà, c'est ça qu'il faut faire. Je vois pas pourquoi ça marcherait pas, tu vois. C'est vraiment, tu sais, j'étais à un âge où je me posais même pas la question de ça va rater, quoi. Est-ce que tu crois pas que c'est comme ça qu'il faut en fait penser? Eh oui, faut être profondément convaincu que ça va fonctionner. Si tu as une part de doute au fond de toi, ça marche pas comme ça devrait marcher, tu vois. Là, aujourd'hui, nous, à l'âge qu'on a, on a une famille, on a des enfants, on est pétri de doutes et d'incertitudes, tu vois. Donc, du coup...
Et Oui. beaucoup, Beaucoup plus que toi. beaucoup plus que moi. Ouais, On beaucoup est plus que d'accord. toi. Et parce qu'il faut bien quelqu'un d'inquiet au sein du foyer, quoi, tu vois. Et du coup, ouais, en fait, c'est cet état d'esprit-là qu'il faut aller rechercher, quoi, à fond. Parce que moi, cet état d'esprit-là, il m'a fait faire des choses incroyables dans le milieu de la moto. Et ça, c'était que le début du parcours. Et je suis parti de là pour terminer juge sur les championnats du monde, agent de pilote. Ça, c'est fou, ça, J'ai travaillé pour un magazine de moto. quand on y repense. Ah ouais, comme je repense au parcours, c'est dingue. Hein. Tu t'es improvisé, quelque part, Ouais. agent de pilote. Ah ouais, je me suis totalement improvisé. Mais qu'est-ce que tu as fait d'autre aussi, par contre, au niveau de la presse? Ouais, j'ai été pareil, j'ai participé à la création d'un magazine dans ma passion. Et du coup, j'ai été promu, entre guillemets, rédacteur en chef adjoint du magazine, quoi. Je m'occupais de mettre en place tous les sujets du magazine, c'est-à-dire toute la trame du magazine, ce qu'on appelle le chemin de fer dans la presse. Là, j'étais là, j'allais chercher les photographes, qui on allait interviewer, j'envoyais les gens sur le terrain, des fois c'est moi qui les interviewais à distance. Et est-ce que tu as fait des études pour ça? Non, zéro étude. Moi j'ai un T'es bac. autodidacte? Ouais. Moi les qualifications que j'ai là, vraiment le seul diplôme que j'ai, c'est un doc de droit. Donc Ok. voilà, c'est un diplôme qui vaut rien, quoi, clairement. Et en fait, j'ai atterri dans cette maison de presse parce que j'avais démarré un bac plus 3 en alternance, et en communication, en marketing, etc., quoi. Et j'ai pas fini le bac plus 3 en alternance pour une raison stupide, en vrai, hein. Donc je conseille vraiment parce que j'ai été jeune et con, et très très con, quoi, tu vois. Et moi, ce que je conseille aux jeunes qui s'embarquent dans ce genre de truc-là, finis au moins ton année, quoi. Voilà. Et moi, je me suis Mais senti... t'étais con, mais t'étais très intelligent. Et tu Ouais, l'es toujours. ben trop, peut-être pas assez bête, en fait. C'est peut-être ça le truc, quoi, tu vois. Voilà. Parce qu'en fait, ce que j'avais pas aimé dans la formation à l'alternance, c'est que clairement, ils étaient là pour... en fait, même si t'étais pas là, ils te demandaient de signer la feuille de présence, parce que du fait que t'étais Et- salarié, ils encaissaient tes cotisations, tu vois. Et oui. Ouais, et ça m'a pas plu. Ça m'a pas plu, du coup j'ai lâché le truc et je me suis fait salarié en CDI Dans la boîte, à la maison dans d'édition. laquelle Là, et t'étais. voilà, malheureusement, la maison d'édition elle a coulé au bout de 2 ans, et après il a fallu rebondir, quoi. Mais ça m'a permis de me faire un réseau dans ma passion à une vitesse incroyable, quoi. J'ai envie de rebondir sur un mot que tu viens d'utiliser, c'est rebondir. Ouais. On nous dit souvent que on a une facilité justement à rebondir, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe. Laurent et moi, on a toujours ce truc de savoir rebondir. Est-ce que derrière rebondir, on peut pas dire, on pourrait pas remplacer ce mot par finalement justement audacieux? Ouais, je pense. Hein, parce qu'il faut de l'audace pour justement pour pas rester coincé dans son truc, quoi, tu vois. Tu prends l'exemple typique, quoi. Tu vois, tu as un rêve, tu veux te reconvertir. Tu veux te reconvertir, je dis une connerie, tu vois, je pense à quelqu'un en particulier dans notre entourage, tu vois, tu as un métier fatigant, éreintant, et tu voudrais changer de cap, mais par contre tu as un crédit parce que tu viens de faire une maison, tu viens d'avoir un enfant, hein, et du coup tu te dis je peux pas, c'est pas possible, j'ai mon crédit à payer, j'ai ci, j'ai ça. Ouais. En fait, il faut se mettre dans une situation où tu n'as rien à perdre. Et donc si tu as quelque chose à perdre, ben, qu'est-ce que je peux faire pour plus rien avoir à perdre? Voilà, tu vois, donc si tu as un crédit sur ta baraque et qu'il faut que tu payes ton crédit tous les mois, qu'est-ce que tu peux faire pour améliorer cette situation de tension économique, quoi, tu vois? Est-ce que tu peux cumuler un job alimentaire avec ton travail passion? Est-ce que tu peux pas, truc vraiment radical, hein, tu vends ta baraque, si tu arrives à te faire une plus-value, tant mieux, comme ça tu as un petit pactole d'avance, tu redeviens locataire, je veux dire, il n'y a pas de mal à régresser, reculer pour mieux sauter, tu vois, comme on dit. Il n'y a pas de mal à faire ça, et en fait c'est ça, c'est d'aller chercher les solutions à tes problèmes, et de ne pas te morfondre tous les jours, ou pour les plus atteints, tu vois, c'est de tomber dans des trucs genre, voilà, tu rentres le soir, tu es tellement écœuré que tu te mets à boire des coups, que tu mets, voilà. Et non, c'est important en fait, de chercher moi j'appelle ça un genre d'alignement, quoi, tu vois, entre ce que tu penses et ce que tu vis.
Voilà, est-ce que tu penses bien pour toi? Est-ce que tu vis tous les jours? Voilà, est-ce que quand je me lève tous les jours, je suis content d'aller faire ce que je fais? Ça, c'est le plus important à réfléchir. Oui, après, c'est vrai qu'on voit souvent des personnes qui admirent les autres, qui disent que les autres sont plus courageux, ils ont toujours plus les autres et que soi-même, on n'est pas comme ça, on n'arrivera pas à faire ça, on ne pourra pas faire ça. Et c'est des personnes qui utilisent beaucoup la négation, qui vont dire que c'est impossible. En fait, c'est ok, voilà, la situation elle est comme ça, j'ai un objectif, je veux l'atteindre, je le dis, je le verbalise, je l'imagine, je le rêve cet objectif. Mais au moment où on va te demander de bouger, d'abandonner quelque chose, comme disait Laurent, à ce moment-là, toi, tu ne veux pas bouger. Tu ne veux pas te mettre dans l'inconfort. Tu ne veux pas vendre ta maison. Tu ne veux pas changer de travail. Tu ne veux pas déménager. Donc, si tu ne veux pas bouger, forcément, la situation ne bougera pas. C'est de la logique pure. Nous, on nous dit souvent, ah oui, mais vous, Lolo et toi, quand vous avez un objectif, on sait que vous êtes capable de l'atteindre. Oui, pourquoi? Parce que nous, on est capable de se foutre dans la merde, en fait. Tout simplement. Et on n'a pas peur. Parce que finalement, qu'est-ce qui fait qu'on ne va pas y aller? C'est la peur. C'est ça. La peur de perdre, la peur de rater. Je te prends l'exemple tout simple de la problématique que beaucoup de gens de notre métier ont en ce moment. C'est le virage des réseaux sociaux. Tu crois bien, tu croises des gens qui disent ah ouais putain mais il faut être sur Instagram, mais bon putain je me sens pas de faire ça, tu m'imagines moi faire des trucs comme ça, tu m'imagines etc. Et on est passé exactement par la même phase hein. Depuis le Covid on tourne en rond autour de ça, hein. Donc si tu veux 2020-2024 tu t'imagines un peu le nombre d'années là qu'on passe à se poser des questions de comment on va faire quoi. Et là dernièrement on s'est dit écoute c'est pas compliqué, c'est soit on y va à fond la caisse, ou soit on arrête et puis on n'en fait plus et puis on essaye de voir comment on survit. Et on sait très bien que si on fait pas ça, on va pas survivre, on va disparaître. Donc du coup, on a décidé d'y aller à fond. Mais quand on a dit à fond, en fait, c'est est-ce que tu te sens de faire des danses sur TikTok? Est-ce que tu te sens de faire des sketchs? En fait, on a commencé à se dire qu'est-ce qu'on peut faire dans cette direction-là qui est alignée avec nous-mêmes et dans lequel on se sent à l'aise. Et du coup, on a mis une petite année à arriver à trouver cette histoire de live et de se lancer là-dedans, quoi. Et on a commencé à se sentir bien dans la peau de gens des réseaux sociaux en faisant ça, quoi. Voilà, d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, on a fait des petits sketchs alors personnellement, je m'imaginais pas faire ça. Et au final, c'est rigolo parce qu'on réserve une journée pour tourner ça avec Julie et Ludivine et puis pendant la journée on se marre quoi en fait hein, parce que c'est clair. On met en lumière des petits défauts de chacun et puis ça c'est plein d'autodérision et puis sur les réseaux au moins ça permet de partager avec les gens qui nous connaissent quoi et du coup on a réussi à franchir le cap de ce virage internet grâce à ça quoi. Voilà. Mais tu sais qu'on en inspire beaucoup, hein. Moi souvent j'ai des personnes autour de moi qui sont ou pas qui ont ou pas un business et qui me disent souvent putain c'est cool ce que vous faites. Ok, bon on fait les choses du mieux qu'on peut, on fait voilà, des choses qui sont accessibles pour nous aussi. Et ils nous disent j'adore, vous êtes combien? Il y a une personne qui tourne, les gens se posent beaucoup de questions de comment on s'y prend aussi. Et nous admirent parce qu'ils savent très bien qu'on n'est pas né avec, qu'on n'est pas forcément à l'aise avec ça, mais encore une fois, on ose. Et pourquoi on ose? Parce que dans le passé, avec Laurent, on avait eu une idée, même moi, j'avais entamé des projets autour du bien-être, tu te souviens de l'esthétique, on a eu souvent des idées il y a 15-20 ans en arrière, des idées où on n'a pas été jusqu'au bout, et aujourd'hui on se dit et si on avait été au bout de ça? Si on avait simplement tenté de lancer la machine. Ouais, on regrette, façon de parler, on regrette rien, mais quand même on se dit tiens. Et
Du coup, ça nous est arrivé quand même pas mal de fois. On s'est dit, bon, ok, là, on va le faire. Faut arrêter de discuter, quoi. Voilà, on va passer à l'action. Comme je sais plus, c'est quand que je disais ça ce matin, peut-être sur le tournage de la vidéo YouTube, je disais, j'ai perdu le fil. Oh ben ça, c'est moi, ça. Enfin, moi, tu sais, le temps que tu retrouves le fil, par rapport aux occasions loupées que tu disais, j'ai un exemple flagrant de choses qu'on n'a pas osé faire jusqu'au bout, tu vois. À l'époque, c'était genre peut-être en 2009 ou en 2010, un truc comme ça. Et donc on avait un site de vente en ligne de matériel de motocross, tu vois. Donc c'était une activité annexe de ce que je faisais à l'époque, qu'on avait développé, qui fonctionnait plutôt pas mal. Et du coup, on a eu pas mal d'idées de communication. On a fait plein de conneries, on a fait une campagne à la radio qui servait strictement à rien. Et j'ai eu une idée, à un moment donné, je me suis dit, tu vois, on avait un copain qui faisait des montages vidéo. Il nous filmait pendant qu'on faisait de la moto, il faisait des montages. Je sais pas si on peut trouver ça sur YouTube, il faudra que je demande aux potes s'ils l'ont mis ou pas. Bref, et du coup, je m'étais dit, ça serait trop cool si on voyait du début jusqu'à la fin la préparation d'une commande, et on suit le préparateur de commande qui met le colis dans le camion, et le colis arrive chez le client, et on voit le client déballer le colis et être content de recevoir ce qu'il a reçu, quoi. Et à l'époque, le collègue, je me rappelle qu'est-ce qu'il m'avait répondu. Il m'avait dit, c'est pas assez professionnel, ça marchera jamais, ça, etc. Écoute, là aujourd'hui, tu vas sur YouTube, il n'y a pas un YouTuber qui fait pas des unboxings comme ça en ayant commandé sur internet. Donc tu vois, des fois il faut savoir s'écouter, et puis il faut savoir se donner le droit de se tromper. Tu vois, je veux dire, tu peux très bien faire 6 mois dans la mauvaise direction, mais qui vont t'amener vers quelque chose de positif. Voilà, certes, tu auras perdu 6 mois, mais tu rebondiras sur quelque chose de mieux derrière, quoi. Mais tapez sur YouTube tous ces gens qui ont réussi, mais qui ont échoué je ne sais combien de fois avant de réussir. C'est incroyable. Ouais, c'est peut-être, je sais pas, peut-être 10 échecs pour une réussite, quoi, tu vois. Ouais. Voilà. Alors nous, en France, on n'a pas la culture de l'échec. On est très, on a l'échec ultra culpabilisateur. Alors qu'aux États-Unis, par exemple, l'échec, il est formateur, quoi, tu vois. Enfin, je parle toujours des États-Unis, je suis pas non plus pro-américain, mais c'est le seul truc que j'aime bien là-bas, en fait, c'est que comment on appelle ça, t'as le droit de renaître là-bas, en fait. T'as le droit de faire des conneries et de revenir en mode, écoutez, j'ai fait ça, c'était pas bien, je reconnais que c'était pas bien, et allez, on repart, quoi, tu vois. T'as le droit de faire ça. Nous, chez nous, tu cartouches, tu te plantes, limite il faut que tu te fasses oublier pour pouvoir revenir après, quoi, tu vois, c'est presque ça, et ça, je trouve ça un peu dommage, quoi, tu vois, en fait, faut avoir le mindset de l'échec formateur, je pense, vraiment, hein, je sais pas ce que tu en penses, mais moi je trouve qu'il n'y a rien de mieux que de louper quelque chose pour pouvoir réussir autre chose derrière, quoi. Oui, bah d'ailleurs ça nous a vachement aidé d'échouer, puisque aujourd'hui on réussit pas trop mal ce qu'on met en place dans notre entreprise finalement, dans Tatou. Donc ça c'est la somme de tous nos échecs qui font qu'on en est là aujourd'hui aussi. Bah, c'est ça, et puis tu vois, il y a plein de choses, en fait il faut passer son temps à se poser les bonnes questions. C'est, par exemple, si tu travailles plus, qu'est-ce que c'est qui fait que je travaille pas, tu vois? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à changer dans mon quotidien, dans ma façon d'approcher les gens? Est-ce que mon approche elle est pas fausse et elle répond pas à un besoin que les gens ils ont? Tu vois, je veux dire, c'est ce que je disais, je crois que je disais ça hier pendant le live, quoi, tu vois. Certes, on est des artistes, tu vois, on sait dessiner, on sait faire des belles peintures, on sait faire des belles illustrations, etc. Mais le tatou, c'est pas que être un artiste, tu vois, enfin, du moins à notre niveau à nous. Après, il y a peut-être des mecs qui sont là, tu vois, mais nous c'est pas notre cas. Nous on est là, on est dans le concret, là, on est dans la vie de tous les jours. On a des factures à payer, on reçoit des gens, on reçoit des machins. Donc il faut des fois adapter sa vision aussi au concret. Tu vois, le truc il est là. Des fois moi j'ai beaucoup été faussé comme ça en étant plus jeune, quoi, tu vois. À avoir la vision et à croire que la vision c'était ma vision en tout cas, que c'était le seul truc qui existait, le seul truc de vrai, et ça c'est le meilleur moyen de se planter et de rester au fond du trou et de pas rebondir, quoi. Voilà, donc, et d'ailleurs à cette époque là, je rebondis sur ce que tu dis, à cette époque là on travaillait ensemble, on avait
MX Store. Et on a été un peu au casse-pipe, par le manque de compétences, je dirais, mais pas que. Et les décisions, la prise de décision, c'est compliqué quand on est mari et femme aussi, de prendre des décisions communes, être d'accord sur les décisions qu'on prend. Je veux dire, on a fait des erreurs, mais c'est aussi moi qui t'ai laissé faire certaines erreurs, parce que c'est difficile de dire « Ah mais non, ta vision c'est pas la bonne », et vice versa. La peur de se froisser, la peur d'être en conflit, alors on dit oui à tout. Et là, pour le coup, on n'a pas été en conflit, par contre, on a coulé. Ouais, parce qu'on est souvent, je sais pas, là pour le coup, là, à cette époque-là, quand on avait le site internet, c'était... Je remets dans le contexte. On avait un site de vente en ligne d'équipements motocross et de vêtements sportswear. On était numéro 1 sur l'équipement moto. Donc on avait un site internet, on avait une boutique physique et on avait aussi des stands sur lesquels avec lesquels on se déplaçait sur différentes compétitions de moto. Donc on était deux, on faisait du travail pour 10, mais ça c'est dans notre habitude de travailler pour 10. Et à l'époque, en fait c'est pas tant ça, c'est déléguer c'est ok, tu vois, mais après il faut avoir la puissance financière de déléguer, c'était ça surtout. Mais à l'époque on n'était pas prêt à déléguer non plus. Non, on manquait de recul sur les choses, on manquait de compétences. On manquait d'ouverture, parce qu'il faut rappeler que j'ai ouvert cette entreprise avec ma sœur au départ. Il faut être dans l'acceptation des différences, etc. On n'était pas encore... Ta sœur, la pauvre, on l'a pas acceptée. On l'a nexté du projet, après on était tellement différents en fait. Et on se rendait pas compte que cette différence, c'était être complémentaire aussi, et elle était très structurée, très avec ses tableaux, etc. Mais nous, à l'époque, on n'avait pas toutes les connaissances qu'on a aujourd'hui. Et finalement, ma sœur, c'est une personne avec qui je re-signerais à 100% si je montais un business. Mais à l'époque, je trouvais qu'elle était trop dans ses tableaux, dans sa structure, dans ses chiffres, ses comptes. Et c'est des choses que moi, en fait, je n'aimais absolument pas. Et j'aurais dû, en fait, me reposer sur elle. Et qu'est-ce que j'ai fait ? Je lui ai dit, on arrête, en fait, parce que on n'avait pas du tout la même vision et c'était normal. Et du coup, donc elle est sortie du projet avant que nous faisions... avant d'exploser, quoi. Avant... Fortune, entre guillemets, non, c'est pas vrai. Non. On a plus été... on a plus créé un mythe que vraiment gagner des sous, quoi. C'est clair. Mais c'était ok, quoi, c'était ok. On arrivait, on sortait un petit salaire, à l'époque on avait besoin juste de ça. Un petit SMIC, ça suffisait. Voilà, mais du coup... Alors, après j'aimerais revenir sur quelque chose. Bien souvent, on nous dit, oui, mais il faut avoir les reins solides, il faut ci, il faut ça pour pouvoir se lancer, pour pouvoir faire son projet. Non, il y a une chose qui est certaine, c'est que Laurent et moi, quoi que nous avons entrepris, on est parti de rien. Zéro. On n'a pas des parents millionnaires qui nous ont assuré et qui ont assuré nos arrières. On n'avait pas d'argent de côté, on n'avait rien. Mais rien, quand je vous dis rien, c'est rien. Et je trouve, récemment, j'ai dit ça à quelqu'un. En fait, parce qu'on est encore toujours audacieux, même à 42 ans. Après, on nous parlera de notre projet, de notre futur projet. Et j'ai dit justement à une personne qui a les moyens, en fait, bien souvent, on se pose la question, on se pose plus de questions quand on a déjà un pécule ou de l'argent sur un compte ou tout simplement on a une situation plutôt bien confortable. J'ai l'impression qu'on se pose plus de questions. Pourquoi ? Parce qu'on a peur de perdre ça. Alors que quand t'as rien. T'as pas peur de le perdre puisque tu n'as rien. Tu n'as rien à perdre en fait. C'est ça. Donc pour moi, c'est vraiment plus facile de partir de rien que de partir avec finalement quelque chose. Et puis ce que je disais tout à l'heure, c'est en fait il faut avoir la force, la puissance mentale de se remettre dans une situation comme si tu n'avais rien à perdre. C'est-à-dire, je sais pas, qu'est-ce que je vais bien pouvoir foutre de ma maison ? Tu vois, qui c'est qui va s'occuper de la maison pendant que je serai pas là ? Va là.
tu la vends, ça te fait un gros pécule sur ton compte en banque, tu places ça sur un plan épargne qui te rapporte tous les mois. Et voilà quoi, tu vois, nous, voilà. Là, on revient de Bali où on a croisé des amis qui ont fait le tour du monde avant d'atterrir à Bali. Et en fait, eux, ils ont fait ça, quoi. Ils ont tout vendu, ils ont tout plaqué, ils ont tout vendu, et puis ils ont voyagé sur leurs économies, ils ont fait le tour du monde, et après avoir fait le tour du monde, bah, ils sont revenus sur leur endroit préféré, mais ils ont embarqué leur fille, il avait une agence d'assurance qui marchait super bien, il avait une belle maison, il avait tout ce qu'il fallait, il avait tout, entre guillemets, pour être heureux. Et ils sont toujours heureux, Ah. malgré qu'ils n'ont plus tout ça. Ben, ce sont des personnes Ils sont même plus heureux, Oui. mais ils se sont donné les moyens de leurs ambitions. Ils étaient plus bien comme ça, et ils se sont juste posé la question, mais qui m'a dit qu'il fallait avoir une maison, une voiture, des crédits jusqu'à la fin de ma vie. Tu vois, en fait, c'est cette espèce de formatage-là qui tue les gens, quoi, tu vois. Oui. Depuis tout petit, on nous apprend qu'il faut travailler dur, il faut aller à l'école, il faut apprendre, obtenir des diplômes. Une fois que tu as des diplômes, bim, tu vas dans la vie active. Et quand tu es dans la vie active, putain, vite, il faut se dépêcher parce que Faire des crédits. Voilà, il faut faire des crédits, il faut acheter une voiture, il faut acheter une maison, etc. Il faut s'endetter, Voilà. Qui a dit ça? Qui a dit ça? Si toi t'es pas bien à faire ça, pourquoi tu vas le faire? Voilà. Et Dieu sait, il y en a qui le font. Moi, souvent, on me dit c'est con parce que vous payez un loyer et ça pourrait être chez vous si vous faisiez un crédit. Ah ouais, mais pas les couilles. Ben ouais, mais nous, dans 3 mois, si on veut tout plaquer, d'ailleurs, c'est le projet, Ouais. ben on le fait. On le Puis fait. puis c'est surtout. Il n'y a rien qui nous retient. C'est en surtout, fait. regarde, tout le monde te dit, ouais, tu payes, si tu payerais ça pour faire un crédit, ça serait à toi. Et ça veut dire quoi? Ça veut rien dire aujourd'hui. Ça veut C'est dire quoi? clair. C'est à toi. Ça veut dire quoi? C'est à toi. Aujourd'hui, quand tu regardes l'électricité, le machin, quand tu dois payer du foncier, tu vois, là, moi je vois mes parents, hein, comme ils se prennent des cartouches régulièrement avec tout ce qui est impôts et compagnie. En fait, tu t'endettes à vie sur un truc qui. Tu vois, là, aujourd'hui, on vit une crise immobilière, pour ceux qui sont à fond dans l'immobilier, qui fait que tout ce qu'on a appris jusqu'à aujourd'hui, c'est plus d'actualité. Tu vois, je veux dire, quelqu'un qui a acheté un bien il y a 20 ans en arrière, qui le revend aujourd'hui, ouais, il va se régaler. Mais celui qui achète aujourd'hui, qui lui donne la certitude que dans 20 ans, il le revendra plus cher que ce qu'il a acheté aujourd'hui? C'est clair. Tu sais, il faut... Je pense qu'il faut arrêter d'écouter, faut s'écouter quoi, à soi. Oui, c'est ça. C'est ça surtout, ouais, tu vois, Faut savoir à soi. s'écouter. S'écouter à soi, et il y a des fois, tu vois, au fond de ton cœur, tu sens si ce que tu fais c'est bon ou si c'est pas bon. Et ben si tu Et sens ça, c'est l'intuition. Et l'intuition, les gens n'arrivent pas à distinguer il y a certaines personnes qui ne le sentent pas, ça. L'intuition, qu'est-ce que c'est? C'est comme une petite voix qui te parle et qui te dit d'aller vers là ou de ne pas y aller. Et bien souvent, on l'entend tous, cette petite voix, et on va à l'inverse de ce que profondément on ressent et ce qu'on entend. Et c'est là où tu prends pas le bon chemin, quoi. Il faut s'écouter. Ben parce que tu es brouillé par les bruits extérieurs, par les bruits du monde, quoi, tu vois, ne serait-ce que tu as une bonne idée. Tu vois, tu te dis, ouais, putain, si je faisais ça, peut-être que je me sentirais mieux dans ma vie, je sens que c'est vers ça qu'il faut que j'aille, tu vois. Et tu vas ouvrir Instagram, tu vois, et puis tu vas voir quelqu'un de 1000 fois meilleur que toi faire ce que tu veux faire et qu'il le fait 10 fois mieux. Bah du coup, t'es découragé. Tu te dis, bah ça sert à quoi? Il y a déjà plein de monde qui fait ce que je fais, pourquoi tu vas y aller? Ben non, tu démarres. Parce que le mec que tu regardes aujourd'hui qui est excellent dans ce qu'il fait, quand il a démarré, il a été nul. Il n'a pas été bon directement, quoi, tu vois. Et ben toi, peut-être que dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, peut-être même 10 ans, qui sait, enfin, faut le temps qu'il faut, quoi. Bah, peut-être que tu seras aussi bon, voire meilleur, quoi. Voilà. Là, j'ai vu un truc passer l'autre jour, putain, c'était quoi la citation? C'était merveilleux. C'était... Ah, punaise, je l'ai plus. Il faut parfois plusieurs années pour arriver au moment où ça sera ton année. Donc, il faut jamais lâcher l'affaire. Voilà, il y a certaines personnes qui ont 10 ans, 20 ans à avoir leur année. Tu vois, c'est... je sais pas... Là, j'ai Jim Carrey là, qui me vient en tête, là. Tu sais, là, elle est exceptionnelle son histoire à lui, tu vois. Et le mec, il dormait dans sa voiture.
Et juste avant de faire The Mask, là, tu vois, et il s'est fait un chèque de 1 million de dollars. C'est ça, je crois. Ouais, voilà. Il s'est fait un faux chèque à lui-même. Je me fais un chèque d'1 million de dollars. Il l'a mis dans son portefeuille. Il dormait dans sa caisse. Et puis, il a été pris pour faire The Mask. Et après The Mask, il a touché son premier chèque d'acteur, 1 million de dollars. Quoi, vraiment. C'était. Tu vois, donc. Parce que La puissance de la parce que visualisation. le mec, voilà, il était dans sa voiture, il avait plus rien à perdre. C'était où ça où il crevait, quoi, tu vois. Voilà. Et là, moi, il y a un autre comique que j'aime bien comme ça aussi, il s'appelle Edgar Rive, là, c'est un black. Et pareil, lui, en plus de ça, c'est pas un gars qui est né dans la rue, quoi, tu vois. En fait, si j'ai bien compris son histoire, ce mec-là, il est fils de diplomate africain ou un truc comme ça, quoi, tu vois. Et il a un avenir tout tracé, genre son père lui dit, voilà, faut que tu fasses ça, ça, ça. Et lui, il dit, non, je veux pas faire ça, moi. Il me dit, moi je veux faire du stand-up. Et du coup, son père, il lui a coupé toutes les vivres. Et du coup, le gars, il a dormi dans sa caisse, machin et tout. Et aujourd'hui, il fait des stand-up, il est bien, il est cool. Et justement, il pousse les gens à se réaliser. Parce que la vie, elle est courte. Oui. La vie, elle est courte, quoi, tu vois. Ouais. Si tu te lèves tous les matins Mm. en regardant, je sais pas moi, tu vas au travail, le mec d'en face, il te casse les couilles, tu rentres, t'as mal au ventre, t'es pas bien, Mm. Guillaume, on est là sur Terre pour un temps, c'est un CDI, mais c'est un CDI Avec une durée limitée. voilà, il y a pas de préavis quand ça s'arrête, hein. Ouais, ouais. Donc, Bah, pour le coup, moi je l'ai vécu ça, hein, sans dire le burn-out. C'est pas un burn-out, c'est un stress tellement élevé que ben, ça te déclenche une maladie, quoi. Donc quand tu as identifié l'élément déclencheur, puis de toute façon le stress, ça a été reconnu, hein, que c'est un vrai facteur déclencheur de maladie. Donc si tu rentres chez toi ou que tu n'es pas parti de chez toi le matin avec la boule au ventre, ça me fait penser à un ami qui était en diarrhée tous les jours. Enfin, je veux dire, quand ton corps te donne des alertes comme ça, il faut savoir, quand on dit il faut savoir s'écouter, c'est ça aussi, c'est les petits symptômes que tu vas avoir tous les jours, que tu sais pertinemment que c'est pas normal d'avoir mal au ventre ou de te vider tous les jours ou de... Enfin voilà, et c'est là qu'il faut vraiment se poser la question. Moi j'ai eu ce cas-là, tu vois, j'ai cumulé, à une époque j'ai cumulé peut-être 3 boulots en même temps, là, et je faisais... Nous, on a vraiment vécu ces choses-là. Je faisais l'agent de pilote, je travaillais, j'avais un job alimentaire, je développais les sites internet, donc j'avais le nôtre, et je développais aussi celui de la belle-sœur. Quand on s'est séparés, elle s'est mise à vendre des figurines japonaises avec son mec, là, elle avait un truc sur la japanimation, les mangas. Et du coup, je faisais tout ça en même temps, tu vois. Et dans mon job alimentaire, j'avais une tâche qui me convenait à peu près, et puis ils m'ont mis à une tâche qui me convenait pas du tout. Et du coup, je me suis dégradé de mois en mois. J'ai commencé à faire une double infection pulmonaire. Et du coup, je toussais, mais je faisais genre, ouais, c'est bon, je suis un guerrier, ça passe, quoi, tu vois, jusqu'au jour où je suis tombé direct, tu vois, à l'hôpital, à deux doigts de crever. Mais souviens-toi, ça n'a pas suffi. Non, après ça, parce qu'une fois que j'ai guéri de ça, je suis retourné travailler directement derrière. Et puis, le truc le plus incroyable qui m'est jamais arrivé, j'ai perdu l'audition d'une oreille. Mais brutalement. Brutalement du jour au lendemain, quoi. Il a fallu que je fasse du caisson hyperbare pour la récupérer. Et tout ça, pourtant dans la médecine traditionnelle, la médecine normale, ils sont pas trop en mode c'est le stress, c'est le machin, quoi. Le gars il m'a regardé, il m'a dit ouais, il va falloir se détendre un peu, vous allez être peut-être un petit peu trop surmené. Et le gars, j'ai regardé, j'ai dit ouais, je pense que c'est vraiment vous avez mis le point sur quelque chose, quoi, tu vois. Et moi là, à partir de ce jour-là, ça a été le début où je me suis dit je ne me ferai plus jamais violence sur des choses que j'ai pas choisies moi-même. C'est-à-dire plus personne ne m'imposera de faire des choses qui sont pas bonnes pour moi ou qui me font du mal, quoi, voilà. Là pour le coup, j'étais toute la journée devant un ordinateur à rentrer des lignes, machin, tout ça et tout. J'étais malheureux au possible, donc du coup j'ai dit plus jamais, on arrête tout ça. Et
Et voilà, donc retour au chôme du, retour machin, puis on a tout repris à zéro après. Mais toi, tu as eu de la chance de pouvoir te soigner et que c'était finalement des alertes et que c'est pas resté. Tu as récupéré ton audition, tu as été guéri de l'infection pulmonaire. J'ai récupéré 99% de mon audition. Je suis à 1% sourd. Même moi, je crois que je suis plus sourde que toi. Ouais. Et puis après, il y a des personnes comme moi qui ont moins de chance et qui sont après malades à vie. Et donc, forcément, tu vois plus la vie de la même façon, quoi. Parce que moi, aujourd'hui, des fois, on me regarde, on me dit « Oh, elle se prend pas trop la tête, elle est complètement perchée, ou elle est insouciante, ou oh, elle a la belle vie. » J'ai la belle vie, j'ai la vie que je mérite et j'ai la vie que j'ai envie d'avoir, surtout. Et c'est surtout que j'ai plus envie de m'infliger aucun stress. Même moi, il faut que j'arrête de me mettre du stress parce que sinon mon corps réagit de suite. Et voilà, quand tu passes par là, que tu tombes aussi bas, parce que physiquement, j'avais fait une conférence, si vous voulez chercher, sur YouTube, Ludivine Collet, vous tapez... sur YouTube, Ludivine Collet, et j'ai fait une conférence à Ajaccio sur mon parcours. Et, sur un truc qui s'appelle la journée de l'audace, tu vois. Ouais. Donc, oui, on est dans le thème d'ailleurs. Ouais. Tu vois, j'ai failli oublier de partager ça. Ouais. Ouais. Et voilà, je raconte mon parcours et après vous allez comprendre pourquoi. On mettra le lien dans la description du truc. Ok. Et voilà, vous allez comprendre pourquoi j'ai la vie que j'ai aujourd'hui. C'est que voilà, quand tu passes pas à côté, mais presque de la mort. Voilà, quand on t'annonce que tu as un cancer, alors que tu as déjà une polyarthrite depuis l'âge de 19 ans, tu dis bon, ok, attends, c'est quoi le problème là? On recommence. Voilà, et puis tu recommences et tu essayes de ne pas faire de la même chose pour pas arriver justement au même résultat, c'est-à-dire malade, quoi. Donc voilà, faut. Mais des fois, malheureusement, parce que la conclusion, elle est là, hein, je vais vous la faire. C'est que, malheureusement, tant que tu ne touches pas le fond, tu ne peux pas comprendre. Bien souvent, on dit, tant que tu n'es pas malade, tu ne peux pas comprendre. Tant qu'on n'est pas parent, on ne peut pas comprendre. Mais c'est vrai, c'est l'expérience qui fait que ça... les leçons, tu apprends par l'expérience. Donc, malheureusement, si tout va bien, ou heureusement peut-être, si tout va bien dans ta vie, et qu'elle te convienne, tant mieux. Mais si tout va mal, prends-le quand on parle de verre à moitié plein, à moitié vide. En fait, quoi qu'il arrive, même si c'est quelque chose de pas confortable, il faut se dire, ok, c'est pas confortable, mais forcément, ça doit me faire bouger là, ce que je suis en train de vivre. Ça doit t'amener vers quelque chose Enfin, il vaut mieux que ça t'amène vers quelque chose de plus serein, quoi, tu vois. Oui. Là, par exemple... Les prises de décision se font pas, juste pour finir ma réflexion, les prises de décision importantes pour changer ta vie, c'est pas forcément au meilleur de ta vie. Non. C'est des fois... C'est quand ça t'arrange pas, tu vois. Là, là d'ailleurs, ça va être le meilleur moyen de finir, là, tu vois. C'est, par exemple, là, on revient d'un voyage où on est parti 3 semaines, quoi, tu vois. Et ces derniers temps, je dis pas, on est heureux de faire ce qu'on vit, mais justement, le truc, il est là. C'est qu'on a construit quelque chose de chouette, où on est vraiment épanoui tous les jours, mais où on travaille vraiment énormément, mais c'est non-stop. Vous avez entendu le mais, et ça c'est un poids, le mais. Le mais veut dire non. Quand tu mets un mais, M-A-I-S, ça veut dire que c'est non derrière. Non, il y a quelque chose qui va pas. Et du coup, on a passé 3 semaines à se détendre, mais aussi à avoir un autre cadre de vie. À réfléchir. Et à réfléchir, tu vois. Et du coup, on est revenu avec des envies et on est en train de mettre en place des choses parce qu'on ne va pas se laisser dévorer par ce truc-là, quoi. Non. Voilà. Là, on est parti, on est en train de se renseigner pour exploiter le côté nomade du tatou, pour pouvoir aller tatouer à l'étranger, éventuellement faire comment on appelle ça, des 2 mois d'un côté et le reste de l'année d'un autre. Enfin. Oui, alors attends, il y en a, ils peuvent se dire en nous écoutant, oui, bon, il n'y a rien d'exceptionnel, hein, côté nomade, oui, le tatouage, tu peux en faire partout dans le monde, etc. Ouais, sauf que quand tu as une famille à bouger, c'est pas évident. Voilà, le truc, il est là. Là, la donne, c'est complètement différent. On a une grande ado de 17 ans et on a un pré-ado de quasi 11 ans, là,
Et eux, ils sont bien, ils font que nous le dire, mais nous, on est bien ici. Ils veulent pas bouger. Ils n'ont pas envie de bouger. Donc, comment est-ce que tu peux bouger ta famille alors que ta famille est bien là où elle se trouve? Sans faire une dépression. Le but, c'est quand même de les amener avec nous. On n'a pas prévu de les laisser, même si la grande a 17 ans. Je sais qu'il y a des parents on en connaît, qui ont changé de vie et qui ont laissé leurs ados de 17 ans, qui maintenant ont presque 20 ans, ou plus, 22 ans, je sais plus. Mais non, nous, il est hors de question qu'on la laisse. On n'a pas envie de les laisser. Voilà. Moi, c'est chaud de laisser les gosses comme ça livrés à eux-mêmes. Non, il faut... Non, elle est trop jeune encore. Mais... non, c'est comment on peut intéresser aussi nos enfants à vivre une expérience plus longue que des vacances, mais sans pour autant s'installer à long terme. Voilà, c'est comment on peut inscrire tout ça. Moi, je vous invite à nous suivre pour voir la suite des aventures. On va évoluer. Là, je pense que dans le futur, là, on va faire des podcasts sur les visas. On va faire des podcasts sur... oui, du coup, on va vous partager en podcast pas mal de choses. Démarches, on va faire aussi des podcasts sur tout ce qui est communication, marketing et tout. Parce que franchement, là, les derniers trucs qu'on a mis en place récemment, ça paye vraiment pour nous, quoi. Et puis si on peut faire profiter les gens de tout ça, ça peut être chouette, quoi. Et ça sert à ça. En fait, là, ce qu'on essaie de créer, c'est une plateforme de partage. Ouais. Et une communauté. Voilà. Donc, je pense que c'est des beaux mots pour terminer ce podcast-là. C'est chouette. Et voilà, donc on vous dit à bientôt. Ouais. On vous tient au courant sur la thématique du prochain. Si jamais vous avez des idées, des choses que vous voulez évoquer, commentaires en bas, etc. Enfin, pas de soucis, quoi. On est preneurs. Et on vous souhaite... on va essayer de faire ça de manière mensuelle, si on y arrive. Ouais, assez régulier. Bimensuelle, peut-être. On va essayer d'alterner avec 2 concepts, histoire de ne pas s'étouffer sous la quantité de travail. Et puis, mettez-nous vos commentaires. Dites-nous si... vous trouvez qu'on a le profil d'un tatoueur audacieux. Audacieux, ouais. Voilà. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça résonne ou pas du tout? Vous avez le droit. Oui, ça peut ne pas du tout résonner en vous aussi.